Encore un épisode où il n'y a pas de femme à poil. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, les mecs? Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, comme d'habitude, on va poursuivre sur l'histoire de Jon Snow et de Daenerys. Jon Snow, pour commencer, où il n'y a pas grand-chose à raconter, à part que c'est la naissance d'un mème. Wow. Autour de lui, il est toujours avec Ygritte, en train de se la transporter en l'ayant saucissonné, etc. Et il y a pas mal de conversations où elle le taquine un petit peu par rapport au fait que c'est quelqu'un d'assez pur, qui a jamais connu une femme intimement, etc. Il y a pas mal de petits trucs intéressants par rapport à ça, et à la naïveté de Jon Snow. C'est un truc qui me plaît chez lui, honnêtement, hein, d'avoir ce genre de personnage un peu naïf, qui ne connaissent rien de la vie, qui ont juste cette vision très honorable des choses et qui connaissent pas très bien, qui n'ont pas vraiment l'expérience de la dureté ce qui se passe dans la vie réelle de ce monde dans lequel il vit. Et moi je trouve ça très intéressant, cette façon de le découvrir de sa part. Et pour l'instant c'est clair qu'il en est au stade You know nothing, Jon Snow. C'est la première fois que je l'entends ça. Est-ce que ce sera redit, ce You know nothing, Jon Snow? Le fameux mème autour de Jon Snow que j'ai entendu des tas et des tas de fois. Ça a commencé avec cet épisode. Est-ce que ce sera redit après? Nous verrons bien. Ouais, ou alors il dit, ouais, je sais comment marchent les choses, et où la femme dit, ah, you know nothing, Jon Snow, tu ne sais rien. C'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, et au bout d'un moment, il finit par se faire mener en bateau. J'imagine qu'il pensait aller dans une direction, mais elle l'a un peu influencé pour aller dans une autre. Et au bout d'un moment, elle finit par l'amener via un guet-apens avec d'autres sauvageons, hein, comme elle dit, comme ils disent eux, hein, c'est pas ce qu'elle dit elle. C'était pas mal. Un petit détail quand même sur lequel j'aimerais revenir dans ces conversations, c'est que il parle à un moment donné de Mounts, une fois de plus. Qui, il me semble, a été proclamé, a été annoncé comme roi d'Outre-Mur, genre, durant la saison 1, vers la fin de la saison, et avant, il n'avait pas été mentionné, etc. Et elle dit elle-même que Mance, leur nouveau chef, leur nouveau roi, est un ancien Cordac, un ancien de la garde du Nord. Ce qui me laisse présager, ça me laisse penser que Mance, ça doit être l'oncle de Jon Snow. Vous savez, l'oncle qui a disparu dans la saison 1, ils disent que c'est d'ancien Corbac, on l'a pas vu, on sait pas ce qu'il est arrivé à lui. Le lien logique se fait, et je pense que Mance, en fait, c'est le nouveau nom qu'a pris l'oncle de Jon Snow, le frère d'Eddard. Ça me paraît être la voie la plus logique à suivre par rapport à ça pour faire des liens. Donc ça va être ça, j'imagine, la surprise autour du roi d'Outre-Nord. En tous les cas, il y a du côté de Daenerys notre héroïne qui est un petit peu bougonne d'avoir perdu ses dragons et une bonne partie de sa petite bande. En gros, il lui reste quoi? Il lui reste son garde là, Dothraki et Jorah qui revient un peu plus tard dans l'épisode, et c'est tout. Apparemment, elle a personne d'autre. Il y a sa suivante qui s'appelait Iri, il me semble, qui a été tuée, donc j'étais pas sûr, mais là, elle a été tuée. Et son autre suivante qui n'est pas présente, donc j'imagine qu'elle a été capturée en plus des dragons pour s'occuper d'eux en attendant qu'elles viennent, puisque bon, il y aura un petit complot par rapport à ça. Et puis on verra Jorah qui reviendra, qui lui dira ouais je vous suis fidèle, etc. Je suis revenu dès que j'ai appris alors que j'étais en quête d'un navire. J'imagine qu'il a mis ça en suspens. Ça fait aussi partie des trucs. On a un peu vaguement spoilé par rapport à ça. Comme quoi, semble-t-il, ça se fera pas tout de suite la traversée de la mer pour elle. Hein. J'ai le sentiment qu'il va falloir attendre quelques saisons pour ça. Et donc ouais, ça fait partie de ce genre de nombreux empêchements qui les arrêteront pour sur le chemin et se rendre enfin au royaume des sept couronnes. Au bout d'un moment, quand même, j'espère qu'elle s'y rendra, hein, mais ouais, ça va être une pause là-dedans, et dans la saison 3, elle sera toujours pas arrivée, hein, ça c'est clair. Donc ouais, il y a Jorah qui s'est enquêté auprès d'une espèce de psychique, de médium qu'on avait vu rapidement il y a 2 épisodes de ça, elle décide de parler un petit peu au conseil des 13 Daenerys pour
qu'on lui parle pour qu'on l'aide à retrouver ses dragons, sachant qu'il y a toujours le vendeur d'épices qui lui dit « Ouais, on s'en fout, bon débarras. » Il avait l'air plutôt intéressé de voir les dragons, mais en fin de compte, il se dit « Oh, il pourrait être un danger, donc bon débarras, tant mieux s'il meurt sans toi. » Mais parce qu'il y a aussi un truc que j'avoue, j'ai pas bien saisi, ça n'a pas été particulièrement mis en place, mais semble-t-il que ici, elle peut pas s'occuper d'eux, les dragons sont voués à mourir. Semble-t-il, je sais pas pourquoi. Ils sont pas nés de son vagin à elle. D'accord, ils sont renés de leur cendre, entre guillemets, avec elle, dans l'absolu, mais ça veut pas dire que c'est forcément un lien qu'on peut pas casser, sinon ils vont mourir. Je sais pas, ça n'a pas été particulièrement appuyé, ça, mais... Ou alors c'est vraiment une illusion qu'elle se fait, Daenerys. Ah, sans moi, les dragons vont mourir, je suis super importante, il y a que ça que je peux gérer maintenant, puisque tout m'a été enlevé. Et on sent ce côté, j'ai plus rien à quoi m'accrocher, à part eux, en fait, hein, de sa part. Et il y a personne qui veut me suivre, il y a quelques fidèles, mais c'est tout. Les Dothraki, les Targaryens, honnêtement, du côté d'outre-mer, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui doit m'attendre réellement. Il y a ce côté, il n'y a plus que les dragons, quoi, qui comptent un peu pour moi. Et ouais, les quelques personnes qui me suivent, mais elles, bon, ça va, hein, Jorah, il est sympa, mais je préfère mes dragons quand même. Et donc... Elle est en train de parler au conseil des 13 pour ça. Il y a donc le vendeur d'épices qui dit ouais, bon débarras, alors qu'à nouveau, il voulait les voir avant, je trouve ça un petit peu bizarre. Et tandis que les autres conseillers se disent ouais, bah, vous nous menaciez avant, je vois pas pourquoi on vous aiderait. Mais c'est là que Xora et le mec, le représentant des non-mourants, se mettent en avant en disant c'est bon, c'est nous qui les avons. On a prévu de vous amener à eux, rassurez-vous, hein, pour qu'ils survivent. Et maintenant, on fait un petit coup d'état pour devenir roi de Qarth. Et waouh, tout d'un coup, quoi. C'est bon, grâce au dragon, j'ai l'autorité pour faire ça, je vous fais tous buter. Ah ouais, tous les autres 13 crèvent, les 11 autres 13. Et maintenant, c'est nous qui dominons le coin. Je sais pas, ça me paraît un peu facile quand même. Un petit peu rapide, hein. On possède les dragons qui n'ont pas encore atteint leur âge adulte, donc c'est pas encore des grandes menaces. Pourtant... Maintenant, il les attaque en mode furtif, il les tue tous en leur tranchant la gorge, et c'est bon, c'est gagné. C'est un peu facile pour moi. On va dire qu'ils étaient pas sur leur garde parce qu'ils pensaient que le Conseil des 13, il n'y avait aucun souci, j'imagine. Enfin bref, il y a donc nos deux méchants qui se sont fait voir maintenant, qui sont bien montrés, qui veulent amener Daenerys à ses dragons pour qu'elle s'occupe d'eux afin qu'ils puissent se servir d'eux plus tard. Alors, je sais pas exactement comment ça aurait marché pour vous, exactement. Comment vous comptez la manipuler pour ça, mais bon, elle essaye de se barrer à l'aide de Jorah et du dernier garde Dothraki qui lui reste apparemment, et ça se termine là. Donc ouais, ça promet un peu de tension, est-ce qu'ils vont arriver à les retrouver selon leurs termes, ou est-ce qu'ils vont être un peu obligés de suivre les ordres de Xora et de l'autre, nous verrons bien. Hein, en tous les cas, ouais, déjà c'est cool, j'avais peur un peu d'avoir à me souvenir des noms de tous ces 13 là, en fin de compte il y en aura que 2, hein. Il y en aura que 2 d'importants, et si ça se trouve ça durera pas très longtemps, je sens que Xora et l'autre, ils vont pas durer très longtemps, hein. Ça va durer jusqu'à la fin de la saison, un truc comme ça, et puis ce sera bon. Mais peut-être que je me trompe une fois de plus. En tout cas, ouais, C'était pas mal comme façon de montrer les choses, cette espèce de coup d'état. Je trouve que c'était un petit peu rapide, un peu trop facile par moment, mais ça allait quand même. C'était quand même très sympa comme développement de la situation. Et ça montre un petit peu la mentalité de Daenerys à qui il arrive aussi pas mal de merde et qui se dit punaise, il n'y a plus rien pour moi, il faut quand même que je m'accroche au peu que j'ai, en dépit de toutes les adversités que je dois affronter. C'est vraiment... Ça fait partie de ce genre de personnages, on attend un petit peu de les voir surgir, de les voir sortir plus grands des nombreuses adversités qu'ils auront affrontées et qui seront brillés après. Et j'espère que ce sera satisfaisant autour de Daenerys, parce que ça peut promettre beaucoup de choses.
Bien, maintenant que c'est fait, l'histoire principale va se concentrer quasi uniquement sur des longs dialogues entre personnages, et je le redis, c'est ma partie préférée de la série, donc j'ai passé un super bon moment à ce niveau-là. Hein. Alors on va commencer par Pouf Pouf Aria, hein, puisque ça c'est un peu le truc le moins en lien avec ce qu'on a, où elle discute une fois de plus avec Tywin. J'adore leur conversation. J'adore les dialogues entre ces deux-là. Je trouve qu'il y a un échange, un échange d'esprit entre eux qui est super prenant à suivre. Je trouvais ça très bon, sachant qu'il raconte pas énormément de choses. On voit une fois de plus que Tywin a une espèce d'affection, une légère affection pour Arya, cette espèce de fille un petit peu intelligente qu'il sert. Et il essaye vraiment de s'ouvrir un petit peu elle en sachant quand même qui a à quelle place, et en se rendant compte du fait qu'elle semble lui mentir un petit peu hein, quand elle dit qu'elle est la fille d'un maçon et qu'elle n'est pas de la haute société comme qu'elle essaie de lui faire croire. Et il sent qu'il y a quelque chose, mais elle a de la bonne répartie et j'ai l'impression que ça lui plaît de la voir lui mentir de façon convaincante, même s'il a conscience qu'elle lui ment en fait. Bien entendu, elle ne sait pas ce qu'elle lui cache exactement, parce que c'est clair et net que il ne ferait pas ça comme ça, mais c'est très intéressant, ces conversations entre ces deux-là. Ça fait un petit peu jeu d'esprit et compréhension de la psyché de l'autre que j'aime beaucoup, sachant que oui, Arya a toujours un gros ressenti envers Tywin, parce que c'est un Lannister. C'est pas cassé ça, c'est très bon. Sachant que bon, on poursuit un petit peu ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, il a remarqué que donc un de ses gardes a été tué au pas de sa porte, et se dit ouais, on en voulait peut-être à ma vie, et donc on va faire interroger les gens du coin, on va se montrer un peu cruel envers un petit peu tout le monde, et... ouais, donc j'imagine que ce sera bien poursuivi par la suite, ça. Donc oui, il y a ça, du côté du camp de Robb, il y a il y a un détail très intéressant autour du fait que les prisonniers commencent à un peu trop s'entasser et qu'on n'arrive plus à mettre tout le monde dans des cages, à garder tous les prisonniers qu'on a. Et alors que Robb doit partir parler de la reddition de l'espèce de coin, exactement, je sais pas si c'est un village, une petite ville, des terres, il est parti avec sa chérie, parce qu'on sent vraiment qu'il y a cette espèce de lien, de petites relations qui se nouent entre eux, et j'espère une fois de plus que ça va pas faire drame sentimental un peu trop chiant, par rapport au fait, ah, je dois me marier, ça risquerait d'être un petit peu moyen sur les bords hein, quand ça se produira comme ça. En tous les cas, il y a un Lannister qui a été fait prisonnier parce qu'il a fait part d'un message de sa cousine. Alors je sais pas exactement comment ça se passe dans les détails, mais bon, bref, c'est un Lannister, un cousin éloigné de Jaime, et il est obligé d'être mis dans la cage de Jaime l'espace d'un moment, parce qu'on manque de place. Et c'est important, quoi. Ça montre aussi un truc que j'apprécie de la part de la famille Stark, une fois de plus, c'est le côté très honorable. On va pas tuer bêtement comme ça des gens, on essaye vraiment de les traiter du mieux qu'on peut dans les circonstances qu'on a, et on va pas buter simplement des gens juste parce qu'ils travaillent pour l'ennemi, alors qu'ils sont pas forcément, et qu'ils partagent pas forcément leurs opinions, leurs idéaux. C'est très intéressant ça, et ça montre aussi le côté, la partie problématique de ça, c'est quand on se montre trop juste, trop noble, et ben ça peut amener des problèmes de genre là, trop de prisonniers, comment on va gérer ça, la nourriture peut venir à manquer, ce genre de choses, c'est très intéressant de montrer les problèmes de ce genre de noblesse d'esprit. Bref, il y a le messager qui est amené dans la même cage que Jaime. Jaime qu'on n'avait plus vu depuis 5 épisodes, un truc comme ça. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Donc c'est cool de le revoir. Et voilà, il brille énormément dans cet épisode, hein, Jaime. on sent qu'il s'est gardé là. L'acteur se dit oh merde, on m'a pas vu depuis 5 épisodes, je vais donner tout ce que j'ai. Et ouais, il dégage quelque chose d'assez fort, hein. Sans parler du fait que oui, il est resté dans sa propre merde pendant des journées et des journées.
mais il le dit lui-même. Non, ce que je veux dire par là, c'est que on sent son côté, j'ai pas perdu pied, je garde un petit peu ma mentalité cassante et forte là-dedans. Et surtout, un truc que j'ai apprécié, c'est son discours avec son cousin éloigné, où il discute un peu du bon vieux temps, de ce qu'ils ont connu, où il partage un peu une expérience similaire d'écuyer. La première fois qu'ils ont été écuyés, c'était quelque chose d'assez bon qui montre un peu des liens forts, comment on peut se retrouver dans certaines expériences, et ça appuie davantage ce que fera Jamie après, c'est-à-dire qu'il veut l'utiliser comme moyen de se barrer. Hein, et c'est un petit peu gros, je trouve, sur le principe, mais bon, on va en parler dans 10 secondes. Et le moyen de se barrer pour lui, c'est de tuer ce mec. Après le petit moment de tissage de lien qu'ils ont, il se dit merde, ça représente pas grand chose pour moi, je vais te buter, j'ai gagné ta conscience, tu t'es rapproché de moi, maintenant je te bute. Et grâce à ça, ça attire l'attention du garde et qu'il étrangle avec cette chaîne, et j'imagine qu'il avait la clé de ses menottes sur lui ou un truc comme ça. Ça fait un peu ficelle facile, vous savez. Que, comme par hasard, le garde aurait les clés sur lui. Pourquoi il serait venu dans la cage en gardant les clés sur lui, en fait? Ou alors, je sais pas, il s'est servi de son épée pour se soustraire de là. Je pige pas. Je ne cache pas, je pige pas. C'est un petit peu... Mais voilà, ça lui permet de se barrer. L'espace d'un moment, ça dure pas très longtemps, parce que ouais, il sera vite rattrapé. Mais voilà, ça lui permet de sortir de sa cage, il sera rattrapé par les autres. Et ouais, il y a le mec, le père du garde qui a été tué, qui sera super vénère. Beaucoup de gardes du coin qui seront super vénères. Et sachant que Rob n'est pas là, ça va poser un petit peu problème, parce qu'il peut pas les contenir, etc. Et ils voudront tous un peu le buter. Et il y a Kathleen qui est toujours présente avec Brian qui dit ok les gars, calmez-vous, il nous sera plus utile vivant que mort. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent merde, on a envie de le buter ce connard quoi, c'est un Lannister, et il a tué un des nôtres, etc. Et il y a Kathleen qui fait de son mieux pour le défendre, en dépit du fait qu'elle doit le détester à peu près autant que tout le monde, hein, même plus que tout le monde. Et il y a ce côté un peu fort de la part de Kathleen qui essaye de montrer une vraie force d'esprit, un côté leader qui sait voir les priorités avant la vengeance, que je trouve assez sympathique. Et c'est là qu'on a une autre scène après où elle décide de parler avec Jamie alors que tout le monde est vraiment sur les nerfs et cherche à le buter en pleine nuit, et Rob n'est toujours pas revenu. Qui amène un autre discours de Jamie qui fait assez mal, où il rappelle un petit peu à Kathleen la fidélité de son bien-aimé mort qui a eu Jon Snow. Hein, il s'est bien frappé là où ça fait mal, et on voit une fois de plus... Ça ramène une fois de plus au début de la première saison où elle avait vraiment aucune considération pour Jon Snow, elle avait vraiment que du mépris pour lui. C'est intéressant, et on voit, ça se termine un petit peu cette partie-là sur Kathleen qui demande à Brienne de sortir son épée, et je pense pas une seule seconde qu'elle voudra le tuer, ça me surprendrait énormément. Je pense surtout qu'elle veut rebondir sur le marché qu'on lui a proposé il y a 3 épisodes de cela, si je ne m'abuse. Lorsque donc Tyrion lui a proposé d'échanger Jaime contre ses 2 filles. J'imagine qu'elle se dit perdu pour perdu, quitte à ce qu'on le perde et qu'il ne nous apporte plus rien, autant essayer de profiter de l'échange qu'on peut faire pour avoir mes 2 filles. Et une fois de plus, je suis impatient de voir comment ça se passera, étant donné qu'ils n'ont qu'une seule des 2 filles, et qu'il se passe un truc un peu particulier avec Sansa. Tant qu'on y est, hein, transition, Sansa, de son côté, refait des cauchemars sur la tentative de viol qu'elle a subie, et c'est là qu'elle se réveille en ayant eu ses premiers saignements. Wouh! J'imagine que le traumatisme a aidé à précipiter les choses, sans doute. Je suis pas spécialiste. Au passage, j'aimerais revenir sur un truc, on va pas arrêter de me reprendre là-dessus. Apparemment, je ne m'y connais pas du tout en anatomie féminine. Ouais, j'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à ça, je vous cache pas. Et j'ai pas souvenir qu'on m'ait grandement enseigné ça, mais je vous cache pas que c'était pas non plus mes cours préférés, les cours de biologie. En dépit du fait que j'avais une prof très sympathique, mais ouais, le fait est que avoir des formes et commencer à avoir ses règles, c'est 2 choses qui sont un peu indépendantes. On peut commencer à avoir ses formes sans avoir ses règles pendant un petit moment, et on peut avoir ses règles sans commencer à avoir des formes.
Je ne savais pas, enfin peut-être qu'on me l'a enseigné à un moment donné, mais ça m'est sorti de la tête. Donc je m'excuse d'avoir fait cet amalgame. Elle pouvait avoir ses formes sans saigner tout de suite. Enfin bon, maintenant elle a les deux, hein. Et je suis sûr que l'actrice était déjà largement mature depuis le temps. Parce que je veux bien croire qu'on peut commencer à avoir ses formes, mais quand on commence à grandir jusqu'à cette taille-là, il y a un moment donné qu'on doit commencer à... Enfin bon, c'était... Je vais pas insister de plus là-dessus, je ne m'y connais pas en femme, comme Jon Snow, donc on va pas en faire plus que ça. En tous les cas, ouais, elle commence à saigner, elle panique parce qu'elle n'a pas particulièrement envie que Geoffrey lui fasse ce qu'il a prévu de lui faire, et il y a un petit passage avec Shay que... J'imagine que c'est pour montrer qu'il y a un lien entre les deux filles, où elle empêche une servante qui a vu ça d'aller prévenir la reine pour qu'elle ne puisse pas être tout de suite mise dans le bain. Ah tiens, tu dois coucher avec ton mari maintenant que c'est fait. Ce qui n'amènera à rien, puisque de toute façon, il y aura le limier qui découvrira ça, et donc tout le monde sera mis au courant. Donc, et ouais, quoi, si personne pointera le fait que Shay a menacé une servante avec un couteau pour ne pas dire ça à la reine. Ok. C'est... Je sais pas, je trouve pas qu'elle maintient bien sa couverture, Shay, hein. Et honnêtement, j'attends toujours de voir à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette femme? Vraiment, j'aimerais beaucoup, à un moment donné, avoir une réponse par rapport à ça. À nouveau, je suis peut-être trop impatient par rapport à ça. Hein. Nous verrons, nous verrons. En tous les cas, ouais, ça amène à ce que Sansa ait une conversation avec Cersei, qui lui raconte un petit peu que, ouais, tu n'aimeras pas forcément ton mari, mais sache que même si c'est dur, même si ça peut faire très mal de mettre un enfant au monde, tu sais que t'aimeras forcément tes enfants. Tu as un devoir d'aimer tes enfants, et ce sera très certainement les personnes que tu aimeras le plus. Ça montre un petit peu son expérience, et le fait qu'elle peut éprouver de l'empathie, elle, contrairement à son fils. Oui, c'est une fois de plus un truc que j'apprécie. Nos personnages sont pas tout blancs ou tout noirs. Hein, Cersei, c'est pas juste une sale garce, et c'est tout. Il y a quand même plus poussé que ça chez elle. Donc oui, ça promet quelque chose d'assez glauque autour de Sansa la prochaine fois qu'elle sera auprès de Geoffrey. Donc je sais pas, peut-être qu'on le montrera sans ellipse, on verra bien. Et ça amène une autre conversation entre Cersei et son frère, et qui discute pas tellement de ce qui se passe avec Sansa au passage, mais surtout de Stannis qui arrive, et quelque chose qui me plaît beaucoup, en dépit du fait que, apparemment, dans l'épisode précédent, elle a complètement détesté ce qu'il a fait envers sa fille, et il y a une conversation plus chaleureuse entre eux, où elle se rend compte que son fils est quelqu'un d'assez cruel, et qu'elle a essayé de l'aider, de l'arranger, mais elle sent qu'il n'y a pas grand chose à faire pour le sauver, quoi. Et ça va être cette espèce de roi cruel, en ayant un peu conscience que c'est peut-être par rapport à ce qu'elle a fait avec son frère qui a amené à ça. On essaye d'appuyer le fait que les Targaryens, ils font un parallèle avec les Targaryens. Moi aussi, je me suis dit, ouais, c'est un peu la même chose, quoi. On couche entre frères et sœurs, ça a l'air d'être un petit peu le même principe. Et ben, ça essaye d'appuyer le fait que les Targaryens ont fait quelque chose de similaire pour avoir leurs enfants, et donc une fois sur deux, c'était presque un lancer de pièces pour déterminer si on va avoir un enfant viable ou un enfant complètement un peu siphonné. Et il y a Tyrion qui dit, tu sais que tu as eu un peu de chance parce que tes deux autres enfants sont quand même très charmants, sont de super enfants, très cool, c'est juste que t'as pas eu de chance, le fils aîné c'était le pire, c'était l'enculé. Hein, ça aurait été inversement, tu sais, ça aurait été mieux, mais non, hein. C'est pas de chance, c'est celui qui est promis pour être le futur roi et qui est devenu l'enculé de service. Eh ben merde alors, hein, pas de veine à ce niveau-là. Mais le reste, quand même, ça a quand même bien passé pour tes deux autres enfants. Mais c'est un petit moment de rapprochement entre eux où on voit que c'est pas juste animosité, il y a un début de compréhension, même si ils n'ont pas l'air de s'apprécier beaucoup, ils peuvent se comprendre sur certains points et s'épauler un petit peu, malgré tout. Donc c'est intéressant de montrer que c'est pas tout noir, tout blanc, que ce soit les personnages ou leurs relations.
En tous les cas, il ne nous reste plus qu'à parler de Théon et de son accession à Winterfell. Alors apparemment, l'armée de plusieurs centaines de soldats prévus par le fils d'un des seigneurs de Rob, ça a mis le temps à se faire. J'imagine que le temps que l'oiseau messager arrive, etc., ça prend un petit peu plus de temps que prévu que ce qui est mis en place, j'imagine, hein, j'avoue que la notion du temps, j'ai un tout petit peu de mal à piger ça. En tous les cas, Théon est un petit peu vénère de savoir que Bran et son frère sont partis aidés par deux autres types, hein, Hodor et j'ai toujours pas comment ça s'appelle ce Pam. Et je suis désolé, en plus j'aime bien ce personnage, mais son nom il me passe par-dessus la tête. En tous les cas. Alors qu'on les voit rapidement s'enfuir, va y avoir une chasse aux princes, comme si j'ose dire, où les chiens essayent de les pister, mais perdront un petit peu leur trace, arrivés à un certain village. Voilà, donc il sera pas content, Théon, il se dira merde, il faut le rechercher, etc. Sinon on va rire de moi. Il devient un peu pitoyable quand même en tant que souverain Théon. Et je pense que la fin va pas aider ça. Puisque bon, Yara, son second, qui repérera quelque chose dans un tas de foin, je sais pas exactement ce que c'est censé vouloir signifier honnêtement, parce que de toute façon, hein, ça va amener à un final où il fera partir le maître qui supervisait un peu le truc pour rien, je sais pas pourquoi il a amené le maître avec lui en fin de compte, mais bon, le maître est venu, il est reparti, et donc, en revenant, on montre une grosse ellipse où Théon dit ah, vous savez ce qui arrive lorsqu'on ne m'obéit pas, et il montre les cadavres de deux enfants totalement calcinés. Mais alors, totalement, on ne reconnaît pas leur visage, etc. Et tout le monde se dit oh, nos deux princes sont morts, oh, mais vraiment, quel drame, et non, 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 non. Ouais, sans vouloir être vexant, si vous espériez faire croire une seule microseconde aux spectateurs que Bran et son frère sont morts là, ça marche pas une seconde, hein. Et évidemment qu'ils sont pas morts, qu'ils ont pris deux autres jeunes enfants pour les faire passer pour eux. Ce qui montre une fois de plus, putain, t'es un gros enculé irrécupérable, hein, parce que ouais, deux jeunes enfants innocents qui lui ont rien fait, il les brûle pour rien, c'est un peu un gros connard fini quoi, mais ouais, Bran et son frère sont pas morts, hein, ils ont trouvé un moyen de se barrer de là. Et j'imagine que j'imagine que cette supercherie sera vite dévoilée en fin de compte. C'est pour ça que je trouve ça, ouais, un peu moyen comme façon de faire votre cliffhanger de fin. Regardez, on a brûlé Bran et son frère qui se sont rebellés face à moi, oh Théon. Et c'est tellement fake comme façon de faire croire qu'un truc important et grave vient de se passer qu'honnêtement, ça a pas beaucoup de poids. Ça a pas beaucoup de poids. Hein. Le facteur choc est pas très élevé pour moi. Ah oui, il y a le côté choc, on a brûlé deux enfants, ça c'est sûr. Mais en dehors de ça, je sais pas, un Game of Thrones maintenant, ça m'habitue à quelque chose de plus poussé que ça. Le fait qu'on brûle deux enfants, vous savez quoi maintenant, c'est un lundi normal, hein. mais, mais ouais, quoi, c'est clair et net que c'est pas nos deux persos récurrents qu'on a vus à plusieurs reprises pour ça. Et c'est clairement pas de cette façon-là que leur mort serait mise en scène si c'était vrai. Ou alors, ça me prend par surprise. La surprise, c'est que ça va vraiment être eux. Et à ce moment-là, mais bravo au chapeau, hein, parce que vous m'aurez bien eu, hein. Mais j'y crois pas une seconde. En tous les cas, c'était un épisode très sympa. Très sympa. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai grandement appréciés, surtout en termes de conversation. J'adore les conversations de personnages concrets. Et là, vous avez vraiment fait en sorte qu'on se pose pas mal de fois pour mettre en place des conversations entre deux personnages, montrer leur mentalité, la façon dont les liens entre eux se forment, sont mis en place. C'était très prenant ça. La façon dont les choses évoluent un petit peu, c'est correct. C'est pas non plus sensationnel le fait que Sansa ait enfin ses règles, je vous cache pas que ça me fait pas sursauter ou quoi que ce soit. Et la façon dont Théon gère son problème, ça fait vraiment
le nouveau prince génial et qui veut absolument avoir le dernier mot sans réfléchir en grand détail à ce qu'il veut faire. Honnêtement, j'ai le sentiment qu'il va pas durer longtemps, hein, Théon. D'ici quelques épisodes, 3 épisodes maximum, il va crever. Hein. D'ici la fin de cette saison 2, il est mort, hein, Théon. Pour moi. Je disais il y a quelques épisodes que Stannis n'allait pas durer longtemps, et je sais pas, vu que ça fait 3 épisodes qu'on le montre plus, peut-être qu'on va le faire... On va le faire durer plus longtemps que ça, simplement en ne le montrant pas, c'est pas impossible, mais en tout cas, je sens que Théon va pas faire très long feu. Hein. Ou alors, en tout cas, en tant que prince, hein, il sera peut-être capturé, alors c'est trop rien, mais je sens qu'il va plus faire très long feu, Théon. En tout cas, peut-être que je me trompe. On verra par la suite. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.